Alors, monsieur le lieutenant-colonel Arnaud Schweitzer, officier Eurométropole, représentant le général Marc Leclerc, merci d'être présent. Monsieur David Scandella, qui va nous rejoindre, commandant de police, chef du groupe courses et jeux à la DZPJ de Strasbourg. Mesdames, messieurs, alors évidemment, c'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir à l'occasion de cette conférence, cette nouvelle conférence organisée par le CEFAC sur les nouvelles menaces cyber. Cette conférence clôture un cycle de 3 années de recherche ainsi que le programme de formation à destination des autorités de poursuite et de justice des États membres de l'Union européenne aux investigations financières et à l'analyse financière criminelle, programme qui s'est déroulé de 2019 à 2021. Le cycle de recherche, ce cycle de recherche donnera lieu à la publication d'un livre blanc à destination des autorités européennes, mais également des autorités nationales, qui comportera des préconisations en vue d'améliorer la lutte contre la criminalité organisée dans sa dimension économique et financière en Europe, perpétrée au moyen des outils cyber. Alors, le Collège européen des investigations financières et de l'analyse financière criminelle est né d'un partenariat très étroit avec la gendarmerie nationale et la police judiciaire belge, débuté en 2009. Je tiens à remercier très chaleureusement ces deux piliers que sont Marc Simon, commissaire divisionnaire, chef du service analyse criminelle opérationnelle de la police fédérale belge, qui est co-directeur du CEFAC, et Thierry Lang, lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, qui est son directeur adjoint. Je voudrais, en préambule, excuser l'absence de Marc Simon, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui pour des raisons familiales, et lui dire que toutes mes pensées l'accompagnent. Le CEFAC, dont la mission première est de former les autorités de police, de justice des États membres de l'Union européenne, se veut un laboratoire européen de la construction d'une Europe de la justice et de la liberté. Mais son rayonnement dépasse cette sphère, en témoigne la présence parmi les auditeurs du CEFAC de représentants de la Cour des comptes européenne ainsi que d'organisations internationales, par exemple l'ONUDC. Alors, pour faire face à une criminalité qui ne connaît plus aucune frontière, aggravée par la dématérialisation qui connaît un bond sans précédent en raison de la pandémie de Covid-19, le développement des investigations financières apparaît indispensable parce que ces enquêtes permettent d'identifier l'étendue des réseaux criminels, de cerner l'ampleur de la criminalité, de pister les produits du crime, les fonds terroristes, le cas échéant, et tous les biens susceptibles d'être saisis et confisqués. Financé par des fonds européens, par l'État et par les collectivités territoriales de Strasbourg et de la région Grand Est, que je remercie, le CEFAC est aussi un lieu de transmission des connaissances et de recherche qui se veut ouvert sur la cité. C'est le sens des colloques qui sont organisés en marge des sessions de formation et qui sont ouverts à tous les publics au-delà de la sphère universitaire. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux nouveaux risques cyber. Alors, on dénombre habituellement 4 risques cyber pouvant affecter directement les particuliers, les administrations et les entreprises: la cybercriminalité, l'atteinte à l'image, l'espionnage et le sabotage. Mais cette classification ne renferme pas des catégories étanches. En effet, dans la mesure où les cyberattaques visent toujours à obtenir des renseignements, la frontière entre le crime et l'espionnage n'est pas toujours clairement définie. Elle disparaît même parfois, comme c'est le cas par exemple en Corée du Nord, où c'est l'État lui-même qui forme depuis plusieurs décennies des hackers de très haut niveau pour leur confier des missions d'espionnage, mais également le piratage financier destiné à renflouer les caisses du pays mises à mal par l'effet des sanctions financières internationales.
Les risques cyber sont sur le plan géopolitique suffisamment graves pour que les chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN décident très récemment, le 14 juin, lors de leur dernier sommet qui s'est tenu à Bruxelles, d'adopter une nouvelle politique de cyberdéfense. L'organisation juge en effet que les attaques par des moyens informatiques constituent des menaces majeures au même titre que les missiles hypervéloces, la prolifération des armes nucléaires, les menaces chimiques et bactériologiques ou encore les attaques dans l'espace ou depuis l'espace. Il est certain que la pandémie de Covid-19 a constitué une véritable manne pour les organisations criminelles. En effet, pas moins de 30 milliards de données auraient été volées en 2020, ce qui correspond à plus du total cumulé au cours des 15 dernières années. Cela s'explique par l'effet cumulé de deux phénomènes. D'une part, l'augmentation considérable de l'utilisation des technologies en réseau, créant une très forte dépendance aux systèmes informatiques en réseau, et d'autre part, le recours croissant à l'externalisation des systèmes informatiques vers les opérateurs du cloud qui proposent des services et du stockage par Internet. Ce double phénomène a entraîner une concentration des données dont les organisations criminelles savent profiter. Nul ne peut se prétendre donc à l'abri. En témoignent les attaques contre les hôpitaux, les systèmes de santé, les bibliothèques, les cabinets d'avocats, les entreprises, même petites, et même la police, comme cela a été le cas en 2020 à Washington. La société FireEye, proche des services de renseignement américains, l'un des plus grands fournisseurs de solutions de cybersécurité au monde, l'a appris, elle aussi, à ses dépens. Lorsque l'un des plus grands experts en matière de sécurité, dont l'activité consiste justement à proposer aux entreprises des services de conseil pour renforcer leur réseau informatique, eh bien, il y a, je crois, des raisons d'être inquiet face à l'ampleur du phénomène, surtout qu'au-delà de la société FireEye, ce sont plusieurs milliers d'organisations qui ont été touchées. Les particuliers, bien sûr, ne sont pas à l'abri non plus. Les pirates fouillent dans les données à la recherche d'informations susceptibles d'être retournées contre leurs propriétaires. S'ils trouvent des informations compromettantes, susceptibles de porter préjudice à leurs propriétaires, ils s'en serviront pour obtenir des rançons plus importantes. Au cours des 10 dernières années, Internet a transformé la criminalité organisée. Et Misha Glenny explique qu'elle a commencé à se mondialiser dans les années 1990 à la suite des révolutions en Europe de l'Est et de l'ouverture des marchés qui étaient jusqu'alors protégés ou soumis à des sanctions comme le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et la Chine. Dans les anciens pays communistes, un véritable capitalisme de gangsters s'est constitué à la faveur de la privatisation des actifs de l'État, en même temps que se développait de manière fulgurante le trafic de biens et de services illicites que rien ne semble pouvoir freiner. Les États ont observé pendant plus d'une dizaine d'années à partir de 1989 sans parvenir à anticiper le phénomène et les choses n'ont véritablement commencé à changer que lorsque les criminels pratiquant le hameçonnage et le piratage ont fait leur apparition sur des forums en ligne et que les groupes des mafias traditionnelles ont fusionné avec les cybercriminels. Et Misha Glenny explique comment, en 2013, la police belge a pu mettre à jour comment un groupe criminel néerlandais importait des drogues via le port d'Anvers en demandant à des hackers de s'introduire dans le réseau informatique du port afin de pister les conteneurs transportant la cocaïne qui était cachée dans des cargaisons qui, elles, étaient tout à fait légales. Et de cette manière, les criminels pouvaient intercepter les conteneurs avant que les propriétaires ne les récupèrent. Selon la National Crime Agency, qui a en charge la lutte contre le crime organisé au Royaume-Uni, le pourcentage de consommateurs de drogue qui ont utilisé le Darknet pour s'approvisionner qui était évalué à 30%, a encore augmenté pendant le confinement. Alors aujourd'hui, nous avons réuni des universitaires, des experts, des membres des institutions européennes et des enquêteurs, anciens auditeurs du CEFAC, pour
tenter d'apporter des réponses nouvelles à cette menace. Parce que face à un phénomène protéiforme et en pleine recrudescence, nous devons essayer tout d'abord de l'appréhender de la manière la plus fine possible. Et ce sera l'objet de la première table ronde consacrée à l'analyse des typologies envisagées du côté des comportements infractionnels, mais également du côté des victimes, qui sont toujours plus nombreuses et diversifiées, ainsi que des réponses juridiques et judiciaires qui y sont apportées. Alors, participeront à cette première table ronde, à ma gauche, Myriam Kemener, qui est avocat général près la Cour d'appel de Paris, docteur en droit, auteur d'une thèse publiée sur la criminalité économique et financière à l'ère du numérique. Elle est experte pour le Conseil de l'Europe et la Chancellerie. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages tels que Le droit face à la disruption numérique et Quel droit face aux innovations numériques chez Lextenso. Elle rédige pour le LAMI Droit pénal des affaires la partie sur la cybercriminalité et a participé au rapport du Club des juristes sur le droit pénal face aux cyberattaques et au Code du numérique qui va être publié chez Nexis et dont il sera question tout à l'heure. À distance, nous aurons Denise Gross, qui est avocate au barreau de La Plata. Denise est titulaire d'un Master 2 en sécurité publique qui avait été obtenu à l'Université d'Auvergne et elle est docteur en droit pénal et sciences criminelles de l'Université de Strasbourg, thèse qu'elle a soutenue sous ma direction après avoir obtenu sa thèse en 2019, donc intitulée « L'ingénierie sociale, la prise en compte du facteur humain dans la cybercriminalité ». Parallèlement à ses études, elle a collaboré avec des ONG à Buenos Aires dans le cadre de campagnes de sensibilisation du public aux risques d'Internet. Et aujourd'hui, elle poursuit ses travaux sur cette thématique en tant que coordinatrice du groupe de recherche sur l'ingénierie sociale de l'Université technologique nationale de La Plata. Madame Michèle Abraham, avocat d'affaires au barreau de Paris, Michèle Abraham travaille actuellement sur les problématiques juridiques des bitcoins et des crypto-monnaies, ainsi que sur le défi réglementaire que le développement de la blockchain implique. Elle est ancienne collaboratrice de la délégation des barreaux de France à Bruxelles. Elle est l'auteure de nombreux articles sur le site www.bitcoin.fr et qui ont trait aux aspects nationaux et internationaux du droit appliqué au bitcoin et à la blockchain. Pour représenter les auditeurs du CEFAC, nous avons l'adjudante Elena Valero, qui appartient à la section de recherche de Strasbourg. Elle est enquêteur nouvelles technologies. Et Madame Marine Vacandar, qui est capitaine de police, enquêtrice à la division de lutte contre la criminalité financière de la DTPJ de Lyon. Alors, je vais immédiatement donner la parole à Émilie Erengard, docteur en droit, chargée de mission pour le CEFAC, qui a accepté au pied levé d'organiser l'animation de cette table ronde en raison de l'empêchement de Marc Simon. Je vous remercie.